Salam alaikum. Alors, dans cette première vidéo, on va essayer de faire de récapituler ce qu'on a fait déjà dans les premières séances. En l'occurrence, au niveau de la planification stratégique et la planification détaillée de la production. Donc, je rappelle déjà, sur le plan stratégique, on a parlé de ce qu'on a appelé la planification de la production. Je rappelle que dans ce cadre-là, on est en train de parler de la planification des quantités à produire en termes d'unités équivalentes. Ça veut dire que là, le problème, ce n'est pas vraiment un problème. On n'est pas en train de considérer ce qu'on va vraiment produire par unité, mais plutôt de planifier ou d'anticiper le changement de capacité face au changement de la demande. Donc, je rappelle ici, on a dit qu'on va faire cette phase-là, on va faire appel à cette phase-là lorsque la demande présente un profil changeant. Ça veut dire que si, dans le temps, on remarque que la demande globale présente une variation, un changement dans le temps, là, on va avoir besoin de faire de la planification stratégique. Bien entendu, si la demande présente un profil qui peut être considéré comme constant ou stable, on n'a pas vraiment à faire de la planification stratégique, on n'a pas vraiment à décider à l'avance ce qu'on va faire sur les 6 prochains mois ou sur l'année qui va venir. Finalement, c'est le fait que la demande DDT présente un profil changeant dans le temps, c'est ce qui nous pousse à faire de la planification stratégique. Pourquoi? Parce que finalement, on est en train là de résoudre le problème de d'anticiper le changement de capacité. Ça veut dire que on rappelle dans ce cadre que le changement de capacité coûte généralement cher en termes de l'entreprise et les décisions qui sont relatives à ce changement de capacité-là nécessitent l'investissement parfois, nécessitent l'engagement de décisions parfois qui soient irréversibles, nécessitent peut-être le recrutement ou la mise à pied de main-d'œuvre, et donc ces décisions ne peuvent pas être prises dans l'urgence. Et ainsi, c'est ainsi qu'il faut planifier à l'avance quand est-ce qu'on va augmenter notre capacité de production, quand est-ce qu'on va diminuer cette capacité-là, de manière à satisfaire la demande avec un retard ou avec une avance, avec des stocks ou avec des ruptures, avec des coûts de retard. Donc je rappelle qu'à la fin de cette phase-là, ce qu'on va obtenir, c'est un plan de production. Et ce plan de production-là, c'est un document qui va spécifier finalement ce qu'on va produire euh, pour les prochains mois. Donc ça s'exprime en mois, bien sûr. Pour les prochains mois, disons entre 6 à 24 mois. Donc pour chaque mois, ce qu'on va produire comme unité équivalente. Mais en fait, ce qu'on était en train de parler dans un plan de production, c'est plutôt notre capacité de production. Ça veut dire que ça va spécifier ce qu'on va mettre en place comme capacité pour arriver à satisfaire la demande future. Voilà, donc à ce niveau-là, ce qui est le niveau stratégique qu'on a dit, notre problème, c'est un problème d'adaptation entre capacité et charge. Donc c'est un problème d'adapter la capacité à la charge de production. Ensuite, on est passé à étudier ce qu'on a fait dans le plan tactique, dans le niveau tactique. Donc dans le niveau tactique, bien sûr, on est en train de parler de ce qu'on a dit, la planification détaillée de la production. Donc là, on est en train d'envisager à ce niveau-là maintenant ce qu'on va vraiment produire de chaque unité, de chaque exactement référence de produit fini pour les 12 prochaines ou 13 prochaines semaines. Donc là, l'unité, bien entendu, c'est l'unité réelle. Donc on va parler de l'unité réelle de produit, on va parler de chaque référence à part, de combien de pièces A, de combien de pièces B, de combien de produits finis C. Et on va considérer un horizon qui s'étale entre 12 et 13 semaines.
Donc, disons entre 2 mois et demi, entre 2 mois et demi à 3 mois. Donc, ça, c'est l'horizon de planification détaillée. On rappelle que dans tous les cas, cet horizon-là doit couvrir le délai cumulatif de fabrication. On rappelle à cet égard-là, le délai cumulatif de fabrication, c'est l'intervalle de temps qu'il vous faut pour arriver à avoir un produit fini. Et donc, ça englobe déjà les délais d'achat, le délai de fabrication, le délai d'assemblage et le délai d'expédition. Donc là, ça dépend en fait de l'organisation que l'entreprise va adopter. Parfois, on va inclure ce délai d'expédition-là dans le délai cumulatif de fabrication comme étant une phase de production. Parfois, ça sera tout simplement comptabilisé à partir de service commercial et inclus dans le délai d'approvisionnement, dans le délai de réaction par rapport à la commande client. Et donc, le délai cumulatif de fabrication-là va spécifier un intervalle de temps et cet intervalle-là doit être inférieur au délai de planification détaillé. Cela veut dire que lorsqu'on va planifier dans ce niveau-là, dans le niveau tactique, il faut qu'au moins l'horizon couvre ce délai cumulatif de fabrication. Il faut qu'on arrive au moins à décider à l'avance quand est-ce qu'on va acheter pour ensuite planifier la fabrication, l'assemblage et puis l'expédition du produit fini. Et donc à ce niveau-là, ce qu'on va voir comme sortie à ce niveau, c'est finalement un plan détaillé de production. On dit tout simplement un PDP. Donc ça, c'est un document central et qui spécifie quoi finalement? Qui va spécifier ce qu'on va produire de chaque référence de produit fini pour les 12 ou 13 prochaines semaines. Et donc c'est un document qui est essentiel pour pouvoir planifier tout le reste, à savoir plus spécifiquement la planification des besoins matières et la planification de la charge des machines dans les ateliers. Donc à savoir la planification des besoins matières, la PBM qu'on va voir dans la prochaine vidéo, et puis l'ordonnancement qui concerne la planification de la charge des machines et du travail des machines. Et donc on est dans cette planification détaillée-là au niveau de la planification, je rappelle, de la demande indépendante. Donc on est toujours dans la planification des produits finis, tout comme la planification de production dans la phase stratégique. La différence est que dans cette phase-là, dans la planification stratégique, on est plutôt en train de résoudre le problème d'adaptation entre capacité et charge. Le problème, ce n'est pas vraiment de déterminer à l'avance ce qu'on va produire de chaque référence, je parle de niveau stratégique, mais plutôt de décider à l'avance quand est-ce qu'on devra changer ou quand est-ce qu'on devra augmenter ou diminuer notre capacité de production pour pouvoir engager le moins de coûts possible en termes de coûts globaux de production. Donc ça va essentiellement ici impliquer des décisions stratégiques qui concernent le recrutement, la mise à pied, l'engagement, les contrats de sous-traitance, les niveaux de stockage globaux. Et donc le problème au niveau stratégique, c'est vraiment un problème de planification de la capacité. Et pour pouvoir le faire, on a besoin bien sûr des prévisions de la demande, on a besoin des éléments de coût pour pouvoir juger à l'avance est-ce qu'il vaut mieux stocker ou faire de la sous-traitance, est-ce qu'il vaut mieux faire des heures supplémentaires ou recruter de nouvelles personnes. Donc ça, c'est des choses nécessaires pour pouvoir élaborer et puis les contraintes techniques euh, qui vont spécifier un petit peu euh, les contraintes qu'on ne peut pas dépasser, du genre par exemple quelle sera la capacité maximale de stockage, quelles seront les limites dans lesquelles on pourra accepter les pénuries ou les ruptures de stock, quelle sera la limite de changement au niveau de l'effectif de la masse salariale. Tout ça, c'est des contraintes techniques qu'on devra prendre en compte lorsqu'on va planifier notre changement ou modification de la capacité.
Donc là, la planification de production, on va nous donner un plan de production. Donc c'est quoi un plan de production? C'est juste un tableau qui va spécifier les quantités que l'on programme produire en termes d'unités équivalentes pour les 6 ou 24 prochaines périodes. Bien entendu, là, lorsqu'on dit les quantités que l'on planifie de programmer, c'est plutôt, on est en train de parler de notre capacité de production, la capacité qu'on va mettre en place pour chaque période, pour chaque mois, pour les 24 ou 6 prochaines périodes. Donc maintenant, lorsqu'on arrive à la planification détaillée, là, normalement, on a résolu le problème de capacité. Ça veut dire que lorsqu'on arrive à cette phase-là, la capacité de production est déjà décidée, a été déjà décidée dans la phase précédente. Donc le problème maintenant, ce n'est pas de décider ce qu'on va engager comme vraiment recrutement, mise à pied ou stockage. Non, c'est plutôt un problème de départage de cette capacité-là sur les différentes références de produits finis. Donc le problème à ce niveau-là, c'est vraiment un problème de départage de capacité. Ça veut dire qu'on a une certaine capacité de production qui a été déjà décidée dans le plan de production. Et cette capacité, exprimée bien entendu en unités équivalentes, sera départagée sur les différentes références de produits finis de manière à satisfaire les commandes clients qui commencent à apparaître déjà, les niveaux du stock, l'optimisation de l'usage de cette capacité-là. Tout ça, c'est des éléments qui vont rentrer en compte pour pouvoir élaborer ce plan détaillé. Donc, les entrées de cette phase sont bien entendu le plan de production lui-même, qui va spécifier la capacité à respecter, mais également les commandes de clients. On va avoir besoin des niveaux du stock pour pouvoir déterminer qu'est-ce qu'on va avoir comme stock encore de produits finis, de matières premières pour pouvoir décider ce qui va suivre. Et puis, on va également avoir besoin des prévisions. Mais cette fois, les prévisions ne seront plus exprimées en termes d'unités équivalentes, comme dans le cadre stratégique, mais seront plutôt exprimées en termes de produits finis. Ça veut dire que là, on va nous donner les commandes clients en termes de produits finis, et pour les semaines un petit peu éloignées par rapport à la semaine zéro, on va nous donner les prévisions de demande en termes de produits finis. Et sur la base de ces éléments-là, en respectant la capacité spécifiée dans le plan de production, on va élaborer un plan détaillé de production. Donc c'est quoi ce plan-là? C'est un tableau qui va spécifier semaine par semaine les quantités à produire pour chaque référence de produit fini. Bien entendu, si je fais la somme sur chacune des colonnes, on va retrouver la capacité de production par semaine qui doit être respectée. Et cette capacité, on le rappelle une fois de plus, elle est déjà spécifiée dans le plan de production. D'accord? Donc, juste pour insister une autre fois, euh, le besoin de faire de la planification stratégique, ça veut dire de la planification de production dans le niveau stratégique, émane du fait que la demande présente un profil changeant. Donc, si jamais on se retrouve dans un cas où la demande peut être considérée comme stable ou constante, là, on n'a pas vraiment besoin de faire de la planification stratégique. Après tout, on peut estimer que notre capacité restera la capacité dont on aura besoin, va toujours rester dans un même niveau, et donc on n'a pas vraiment besoin d'anticiper ce changement de capacité-là, et du coup, on n'a pas besoin de faire de la planification stratégique. Mais en l'occurrence, même si la demande globale peut être considérée comme constante ou stable, on a toujours besoin d'un plan détaillé de production, parce que c'est ce plan-là qui va gouverner les phases qui vont suivre. Et là, je parle spécifiquement de les besoins en termes de matières premières, produits semi-finis, et également les besoins en termes de charge de travail dans les ateliers. Et donc, ça, c'est un document essentiel qui devra être élaboré dans tous les cas. Ce plan de production qui va lui cadencer, qui va lui imposer toutes les phases qui vont suivre. Essentiellement, ça, les besoins matières et puis la planification des charges des ateliers. Et c'est pour ça que les Anglais disent, appellent celui-là, l'appellent le master plan. Donc, master plan pour dire que c'est le document maître qui va cadencer le reste des phases.
Voilà. Donc, on a déjà expliqué et détaillé tous ces éléments-là. Maintenant, ce qu'on va faire pour la suite du programme, en fait, c'est la planification au niveau opérationnel. Donc, le niveau, on a étudié le stratégique, le tactique. Maintenant, on est dans le niveau opérationnel. Donc, dans ce niveau-là, on a deux volets, en fait. On a un volet qui porte sur la planification des besoins matière, on va dire PPM. Là, on est en train de traiter le volet et répondre à la question, il nous faut combien et quoi comme matière première, produit semi-fini, pour arriver à produire les quantités spécifiées dans le PDP. Et on a un deuxième volet qui porte sur l'ordonnancement. Là, on est en train de traiter ce qu'il nous faut comme décision au niveau opérationnel, au niveau des ateliers, pour pouvoir passer les commandes ou les ordres de fabrication sur les différentes machines. Et donc, dans le premier volet, là, on est en train de parler de l'expression des besoins en termes de matières premières, fournitures, produits semi-finis, pour arriver à spécifier les quantités détaillées. Et donc, pour arriver à cette planification de besoins de matière-là, on va avoir bien entendu besoin du PDP, le tableau qui va nous spécifier ce qu'on va avoir, ce dont on va avoir besoin en termes de produits finis. On va également avoir besoin, bien sûr, des niveaux de stock en termes de matières premières, produits semi-finis. On va avoir besoin également, essentiellement, de la nomenclature. Donc la nomenclature, c'est quoi, je rappelle? C'est le document qui va spécifier pour chaque produit fini sa composition en termes de produits semi-finis, matières premières et fournitures. Avec bien sûr les liens de nomenclature qui vont spécifier les quantités nécessaires de chaque article pour faire une unité de produit fini. Et donc, en se basant sur les quantités demandées dans le PDP, avec les nomenclatures, on pourra normalement répondre aux deux questions principales. La première concerne le quoi, le quand. La deuxième, c'est le combien. Donc, on va répondre à la question quand et combien. Combien de matières premières on a besoin? Quand est-ce qu'on va l'acheter? Combien de produits semi-finis est-ce qu'on va avoir besoin? Quand est-ce qu'on va le fabriquer? Combien de produits finis est-ce qu'on va avoir besoin? Quand est-ce qu'on va l'assembler? Donc ça concerne et les matières premières, et les produits semi-finis, et les produits finis. Donc on va toujours répondre à ces deux questions-là. Quand et combien? Combien de chaque référence? Et quand est-ce qu'on va soit acheter, soit fabriquer, soit assembler en fonction de l'article dont on est en train de considérer. Et donc pour pouvoir répondre à ces questions-là, on va avoir besoin de la nomenclature, qui spécifie la composition de chaque produit fini en termes de produits semi-finis matières premières. Et on va également besoin avoir des délais communautaires de fabrication, notamment le délai d'achat, le délai de fabrication des produits semi-finis, le délai d'assemblage. Tout ça, c'est des délais qui sont nécessaires pour répondre aux deux questions, qui sont le quand et le combien. Combien de chaque article et quand est-ce qu'on va l'acheter, fabriquer ou assembler. Donc là, ça va spécifier finalement à la fin un document, c'est le plan besoin matière. Donc là, c'est un document qui va spécifier tableau par tableau, référence par référence, pour chaque matière première, pour chaque fourniture, pour chaque produit semi-fini et pour chaque produit fini. Il va spécifier quelles sont les quantités qu'on a décidé, soit d'acheter, soit de fabriquer, soit d'assembler, et quand est-ce qu'on va le faire pour chaque référence. Là, le délai est toujours le même délai que celui du PDP. C'est entre 12 et 13 semaines. Et ça va spécifier finalement le cœur du truc. Donc là, on est en train de parler de la demande dépendante. Parce que là, on va utiliser tout ce qui va apparaître dans ce plan besoin matière. C'est plutôt une conséquence de ce qu'on a décidé en termes de produits finis dans le plan détaillé de production. Voilà. Le deuxième volet maintenant concerne la gestion des ateliers. Les ateliers de production. Et donc, dans ce niveau-là, ce qu'on va traiter plutôt, c'est comment pouvoir
référencer, décider l'ordre des passages des différents ordres de fabrication, des différents ordres de fabrication sur les différentes machines. Donc là, le problème, c'est un problème d'ordonnancement des différents ordres de fabrication sur les différentes machines de manière à optimiser soit la date de fin, soit l'optimisation des encours, soit l'usage de l'espace de stockage et tout ça. Donc ça, c'est un problème qui concerne particulièrement les ateliers spécialisés, parce que comme on va le voir, lorsqu'on va traiter les lignes de production, le problème, ce n'est vraiment pas un problème d'ordonnancement, mais c'est plutôt un problème d'équilibrage de lignes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, on va avoir finalement un tableau d'ordonnancement dans lequel on va spécifier l'ordre dans lequel les différentes commandes ou les différents ordres de fabrication vont passer sur les différentes machines. Donc bien sûr, on va avoir besoin du PDP, mais également on va avoir besoin d'une certaine interaction entre ces les différentes phases. Donc là, l'ordonnancement va porter sur les ateliers de fabrication, des produits semi-finis en l'occurrence, et également des produits, les ateliers d'assemblage des produits finis. Donc on va avoir besoin d'un aller-retour entre les deux pour pouvoir à chaque fois réviser soit les besoins matières planifiés dans le PBM, soit plutôt notre tableau d'ordonnancement. Voilà, merci pour tout.